Il fait beau, il fait chaud. Vous avez préparé votre crème solaire et vos palmes, mais êtes-vous sûr d'avoir emporté l'essentiel? Mais oui, je veux parler de quelques mangas glissés dans votre sac de plage. Vous ne savez pas lesquels choisir? Eh bien, pas de panique. Je vais vous proposer une sélection d'œuvres toutes liées à la mer, parfaite pour une lecture entre une sieste sur la serviette et une baignade rafraîchissante. Commençons par un manga qui transpire l'été, la chaleur et bien sûr la mer, avec Un coin de ciel bleu, œuvre en 3 tomes, écrit par Takamichi, sorti en France en 2017 et proposé par Nobi Nobi. Takamichi n'est pas forcément très connu dans nos contrées, mais il s'est fait remarquer assez récemment avec son manga en 2 tomes Dédale, paru chez Doki Doki en 2016. Ce manga va mettre en scène la vie plutôt insouciante de 3 lycéennes qui habitent dans une petite ville côtière baignée de soleil. Ainsi, quand elles ne sont pas au lycée, elles sont très souvent à la plage, prenant des clichés pour le club de photographie ou tout simplement se baladant dans ce cadre idyllique. Ce trio est composé de Haruka, qui est la gaffeuse du groupe, Misaki, la sportive qui a un faible pour l'un des basketteurs du lycée, et enfin Yuki, la plus sérieuse et passionnée de photos. Au fil de chaque chapitre, on va les retrouver dans un restaurant de plage, sur le littoral en train de photographier des oiseaux, ou encore dans un festival traditionnel. Chacune de ces petites histoires met en exergue l'amitié, la fraîcheur et le côté candide des 3 jeunes filles qui s'amusent et profitent simplement de la vie paisible dans cette bourgade côtière. À l'image d'un autre manga, Yotsuba E, Un coin de ciel bleu a donc une structure épisodique et il n'y a donc pas vraiment d'intrigue ou de développement scénaristique à proprement parler. Chaque tome est composé d'une quinzaine de chapitres, en général indépendants les uns des autres, mettant en scène une excursion sur le littoral, la découverte d'une ferme ou une balade en forêt. Même si, à part la mer, le manga propose d'autres lieux, celle-ci reste très présente dans les décors et aussi dans l'ambiance générale qui se veut très estivale. D'ailleurs, le manga étant intégralement en couleur, cela contribue grandement à un sentiment de joie de vivre et de bien-être qui émane de l'ensemble. On notera l'absence presque totale d'encre noire pour le texte, chaque personnage ayant sa couleur attitrée lorsqu'il parle. Ce choix esthétique rarissime dans les mangas semble vouloir proscrire toute trace de grisaille dans ce récit littéralement haut en couleur et aussi bienvenu pour offrir par conséquent des dialogues limpides. Le manga baigne dans la lumière quasi constante, il y a très peu de scènes nocturnes et le temps est le plus souvent au beau fixe, affichant un soleil radieux et un ciel azuré. Ce qui saute aux yeux, ce sont les couleurs vibrantes et éclatantes choisies par l'auteur. Le bleu et ses nombreuses variantes sont très présents, ce qui renforce le sentiment d'avoir entre les mains un livre débordant d'esprit estival. De prime abord, en voyant la couverture, on pourrait s'attendre à ce que le lectorat visé soit uniquement les plus jeunes. Mais en réalité, si ce manga n'est clairement pas une invitation à une profonde réflexion, il propose une bonne dose de personnages attachants, d'innocence sans pour autant tomber dans la niaiserie, ainsi que beaucoup d'humour, rendant l'ensemble plaisant et rafraîchissant, peu importe l'âge du lecteur. Chaque volume proposera en toute fin des explications culturelles sur les traditions, la nourriture ou encore la faune et la flore, mises en scène au fil des chapitres, ce qui est une touche très appréciable pour tous les curieux du Japon. On y trouvera aussi des albums de croquis qui placent presque systématiquement nos héroïnes en bord de mer. On pourrait voir Un coin de ciel bleu comme une image d'Épinal de l'été et de l'adolescence car il propose un univers assez angélique et rien de dramatique n'arrive jamais aux personnages. Mais la légèreté ici présente semble parfaitement assumée et c'est peut-être ce qui fait le charme finalement de cette œuvre. Un manga à la fois sans prétention mais honnête, dont les mots-clés sont détente, escapade, humour et insouciance. Tout comme Yotsuba E, ce manga est susceptible d'apporter le sourire à ceux qui tourneront ces pages, car on aura vite envie de devenir l'ami de nos 3 héroïnes. Une lecture agréable, douce et fraîche, un peu à l'image d'une tranche de pastèque qu'on dégusterait à l'ombre, tout en observant la mer et l'azur infini. Après ce premier manga qui est donc une image quasi parfaite de l'été en bord de plage, prenons le contre-pied et tournons-nous cette fois vers un drame. Là où la mer murmure est un manga en un volume unique de Keiko Ichiguchi, sorti en 2010 chez Kana. Né dans les années 60, l'auteur a fait ses débuts à la fin des années 80, en remportant notamment le concours pour jeunes auteurs organisé par la maison d'édition Shogakukan. En France, on peut la retrouver avec des titres comme America, Les cerisiers fleurissent malgré tout, ou encore 1945. Keiko Ichiguchi a la particularité d'habiter en Italie, ce qui est reflété dans certaines de ses œuvres car elle propose alors souvent des lieux et personnages européens. Il est donc intéressant d'être le témoin de ce mélange des cultures au travers des mangas de l'auteur, et Là où la mer murmure n'échappe pas à cette règle. En effet, l'histoire commence en Italie, dans une petite ville sur le littoral adriatique. On y rencontre Marina, une adolescente qui vit avec son père, sa belle-mère et la fille de celle-ci.
Au début, on pourrait voir ici l'image d'une famille sans problème, mais très vite on constatera que quelque chose cloche. En effet, Marina est très souvent la proie de cauchemars au cours desquels elle se noie dans la mer, tandis qu'à la surface, une femme l'observe. Combiné à cela, l'héroïne est affublée d'un père qui semble se refuser à lui parler de sa mère biologique. Un jour, lors d'une balade sur la plage, notre héroïne va tomber sur un jeune Français qui, s'étant endormi sur le sable, a failli être emporté par les flots. Elle le ramène chez elle pour lui porter assistance, sans savoir que cela va déclencher une suite d'événements qui vont bouleverser sa vie. Il va en effet s'avérer que derrière les cauchemars marins de la jeune fille se cache un lourd secret. L'ensemble aborde des thèmes tels que la famille, la culpabilité, les secrets et bien sûr la mer. Celle-ci est toujours présente en filigrane, par exemple dans le décor, dans le prénom de l'héroïne ou encore dans l'importance qu'elle joue dans le passé de Marina. Nous sommes ici dans l'univers du shoujo, voire du josei, et cela est évident au travers notamment du dessin, l'auteur mettant l'emphase sur la représentation des sentiments grâce à de nombreux gros plans sur les yeux, mais aussi avec un découpage qui met en exergue les réactions émotionnelles et autres tourments des personnages. On verra par exemple des planches où les personnages sortent des cases pour appuyer le côté dramatique de l'ensemble. Le manga est en effet sans aucun doute un drame, puisque toute l'intrigue va tourner autour d'un événement très sombre révélé plus tard au lecteur. Pourtant, l'œuvre n'est pas non plus dénuée d'humour grâce à quelques touches comiques discrètes, par exemple au travers des différences de caractère entre Marina et le jeune Français. Finalement, nous avons ici un manga au rythme assez rapide et qui ne se perd pas en scènes inutilement prolongées. L'action avance vite, ce qui permet à l'auteur d'éviter une certaine niaiserie qui aurait pu plomber le récit. Nous sommes ainsi rapidement pris dans l'histoire, car à l'image de Marina, nous aussi voulons savoir ce qui se cache derrière ces mystérieuses et inquiétantes visions marines. De quoi s'offrir une sympathique enquête au cœur de l'Europe, tout en écoutant la mer murmurer. La mer, c'est bien sûr la plage, le sable fin, ça rime souvent avec vacances et détente, mais pour d'autres, ça peut aussi être synonyme de sport, de défi et même d'exploit. Et bien ce sont ces thèmes-là que l'on va explorer avec Glaucos, manga en 4 tomes de Akio Tanaka, paru en 2006 chez Glénat. En France, on pourra retrouver l'auteur officiant au dessin sur les mangas Coq de combat ainsi que Tokyo River's Edge. Né au milieu des années 50, Akio Tanaka commence sa carrière au début des années 80. Il fait partie, à l'image de la célèbre Rumiko Takahashi, des tout premiers diplômés de l'école de dessin Gekiga Sonjuku, fondée par le non moins célèbre Kazuo Koike et destinée à former les mangaka. Dans Glaucos, tout commence avec un ancien champion de plongée en apnée, Claude, qui fut pendant un temps le meilleur de sa discipline, avec un record de descente à moins 80 mètres de profondeur. Maintenant à l'écart du monde de la plongée, il va rencontrer, quelque part dans les mers du Sud, un jeune garçon nommé Cissé qui montre des aptitudes incroyables pour l'apnée alors qu'il n'a reçu aucun entraînement. Contre l'avis de son père, il va alors suivre Claude jusqu'au Japon afin d'apprendre toutes les techniques de l'ex-champion. Mais ce qui pousse notre jeune héros, ce n'est ni la gloire ni l'argent, mais un sentiment, sensation, que quelque chose l'appelle, l'attire et le pousse à plonger toujours plus profondément. Il se sent viscéralement lié à la mer et il éprouve constamment un désir insatiable d'être dans l'eau. Glaucos est un manga visiblement inspiré par le film de 1988 Le Grand Bleu, réalisé par Luc Besson. L'auteur d'ailleurs ne s'en cache pas, le citant comme source en postface. L'œuvre aborde différents thèmes comme le lien très particulier et unique que peuvent avoir les plongeurs en apnée avec la mer. Cette fascination, cet appel des profondeurs qui peut se révéler très dangereux. Il met en scène une obsession latente, instinctive et inexorable de repousser les limites du possible concernant une descente irrésistible qui tient presque du mystique pour ces champions sans peur. Se retrouver à des profondeurs où l'homme n'est pas censé être, repousser les limites de sa nature. En effet, on verra que pour Cissé, ce besoin de plonger dépasse largement le cadre de l'exploit sportif, car il s'y sent appelé de manière intime et inconsciente. Quelque chose de très flou, un souvenir lointain, une sensation, un sentiment, l'attire inéluctablement dans l'abysse, séduisante mais potentiellement létale, à l'image des sirènes de la mythologie. Le manga parle également du respect qu'il faut témoigner à la mer, celle-ci étant le berceau originel de la vie, et que même si c'est un univers envoûtant, il n'en reste pas moins à la fois fragile et cruel. Également,
L'auteur nous propose un élément mystique, puisqu'une légende rattachée à la naissance de Cissé fera planer un doute sur sa vraie nature. Glaucos fait partie de ces mangas à l'ambiance et au ton très réaliste. À part quelques personnages qui auront parfois des aspects typiquement manga, le tout reste très sobre et très ancré dans la réalité. Cela sera particulièrement notable avec les décors, souvent très marins, balnéaires et insulaires. La faune et la flore, aussi bien terrestres que maritimes, sont dépeintes avec beaucoup de crédibilité. Et le manga prend ainsi souvent une allure de carte postale. Les personnages voyageant beaucoup, l'œuvre donnera certainement au lecteur des envies de vacances en bord de mer. À l'image de Cissé, on pourra facilement se sentir de plus en plus attiré par les profondeurs dans cette quête de communion ultime avec la mer. Restons dans l'univers de la plongée avec le prochain titre. Mais nous allons un peu tricher puisque techniquement il ne s'agit pas d'un manga mais d'un manhwa, c'est-à-dire une œuvre coréenne. L'homme de la mer, sorti en 2017, est le fruit de l'auteur Yang Dek-hyun. Celui-ci est né dans les années 80 à Séoul et il dit compter parmi ses modèles des auteurs comme Akira Toriyama et Mitsuru Adachi. Ayant étudié la bande dessinée à l'université, il travaillera dans un premier temps comme illustrateur pour plusieurs maisons d'édition, tout en publiant des BD éducatives. Il faudra attendre 2014 pour voir en effet ce qu'allait donner son travail personnel, lorsqu'il gagne un concours qui va permettre à son œuvre, L'homme de la mer, d'être publié sur des sites coréens et français. L'édition française éditée par Pika est présentée en un grand volume d'environ 300 pages. Notons que le livre est entièrement en couleur, ce qui est très appréciable. Dans cette œuvre, on fait la rencontre d'Anna, une jeune femme qui approche la trentaine et qui est plutôt perdue face à son avenir. Avec la natation pour seul hobby, ses journées sont loin d'être passionnantes entre son travail de caissière dans une supérette, ses promenades solitaires, souvent alcoolisées, sans oublier sa récente rupture. Bref, elle s'ennuie constamment et se laisse porter par une routine rébarbative. Mais c'est alors qu'elle va rencontrer par hasard un personnage des plus intrigants. En effet, assise un jour au bord d'un chemin face à la mer, elle va voir passer un homme portant une tenue de plongée et tout un attirail de pêche sous-marine. Curieuse, Anna va le suivre et le harceler de questions. On va ainsi découvrir qu'il est un Enyo, un pêcheur en apnée. Mais cela est d'autant plus surprenant car cette profession est traditionnellement une occupation des femmes de l'île de Jeju en Corée du Sud. Notre héroïne va se montrer insistante, collante et s'auto-proclamera élève de notre homme de la mer qui n'aura pas d'autre choix que d'accepter son rôle de mentor. À partir de là, va naître une dynamique souvent très drôle entre cette jeune fille au caractère bien trempé, qui ne manque pas une occasion de laisser s'exprimer sa frustration et sa colère, et cet homme taciturne, bourru et au passé mystérieux. On en sait en effet très peu au départ sur lui, à part qu'il a une fille qui lui rend visite et qui tente de le secouer pour qu'il sorte de cette vie renfermée. Pourquoi a-t-il cette occupation traditionnellement féminine? Pourquoi vit-il seul dans un container situé sur la plage? Ces questionnements apporteront à l'histoire un aspect quelque peu dramatique qui donnera encore plus d'épaisseur au personnage, déjà bien mis en avant grâce au contraste entre leurs caractères très différents. D'une certaine manière, cette œuvre peut faire penser au film Lost in Translation de Sofia Coppola sorti en 2004 et qui mettait en scène Bill Murray et Scarlett Johansson. On y retrouve un peu le même schéma et la même dynamique entre une jeune femme perdue face à la vie qui ne sait pas quelles sont les décisions à prendre et un homme plus âgé qui a fait l'expérience de mauvais choix et qui aujourd'hui en paye le prix. Ainsi, l'œuvre brasse des thèmes tels que la transmission du savoir, les leçons à tirer des échecs, la persévérance, l'entraide, le pardon ou encore l'acceptation de ses fautes et de ses défauts. Pour autant, il ne faudrait pas négliger l'aspect humoristique de ce livre. On y retrouvera beaucoup de moments drôles entre ce conflit de personnalités et aussi des gags récurrents, notamment avec un chat voleur de poissons ou encore deux vieux pêcheurs qui ne manquent pas une occasion de se disputer. On appréciera aussi les dessins entre chaque chapitre qui offrent une sorte de conclusion drôle à un événement précis du chapitre précédent, le tout en un seul croquis. Il est aussi facile de s'identifier aux personnages, car ils n'ont rien d'exceptionnel. Tout au contraire, ils apparaissent comme des êtres humains banals, faillibles, et qui essayent simplement d'améliorer leur quotidien et d'aller de l'avant. Ainsi, il sera aisé de les trouver
très attachant. Pour ce qui est du dessin, on pourrait le qualifier de particulier. En tout cas, il est original et il ne suit pas les canons de l'industrie. L'ensemble a un caractère que l'on pourrait peut-être caractériser comme étant inachevé, imprécis ou imparfait. Cela se ressent par exemple au travers du coloriage, qui n'est pas toujours régulier, rigoureux ou défini. Par exemple, pour illustrer un parterre de verdure, plutôt qu'une dépiction précise, fidèle et réaliste des fleurs, buissons et autres brins d'herbe, l'auteur préfère montrer un agglomérat de divers tons de vert. Les lignes des décors et arrière-plans sont également souvent davantage esquissées et suggérées que claires, établies et détaillées. Par exemple, l'architecture des bâtiments et autres enseignes de magasins ne présente pas une rigorosité nette et rectiligne. Il en va de même pour les cases en elles-mêmes, car beaucoup d'entre elles semblent être tracées à main levée plutôt qu'à la règle, et leurs coins vont même jusqu'à se croiser plutôt que de s'arrêter aux angles. Il est difficile de dire si ces spécificités graphiques relèvent du choix artistique ou du manque de moyens ou d'expérience du jeune auteur, mais rien n'est finalement choquant. Il est en tout cas utile de le noter, car cet aspect pourrait rebuter un lectorat habitué à des propositions visuelles qui suivent davantage des codes établis et attendus. Pour conclure, L'Homme de la mer est une œuvre qui semble avoir réussi un subtil équilibre entre la tranche de vie, le drame et un humour qui fait souvent mouche. Une histoire à caractère très humain et qui a les pieds sur terre, qui ne fait pas dans les fioritures et autres rebondissements rocambolesques, mais qui semble proposer simplement un récit compréhensible, accessible, bienveillant, sans être moralisateur. Cher Johnny, j'étais en route, moi aussi, pour te rejoindre, afin de présenter un manga à ma manière, mais il se passe des choses étranges sur le bateau où je me trouve. Il y a des bruits bizarres, l'équipage a l'air inquiet. Dans le doute, je te jette cette bouteille à la mer. Pourtant, je croyais que plage rimait avec joie et détente. Je crois bien que je me suis trompé. En effet, il est aisé de constater que les environnements marins font la part belle à la poésie, la contemplation, l'imaginaire, la beauté, ou bien d'autres choses intimement positives, développant même souvent les expérimentations visuelles et les extravagances graphiques. Pourtant, ces environnements peuvent également être employés à des fins plus anxiogènes, horrifiques ou curieusement terrifiantes pour les personnages qui se trouvent dans leur cœur. Prenons le manga 6000 de Nokoto Koike comme exemple typique de cette oppression du contexte à queue. Le titre tire directement son sens du scénario implantant le personnage principal, Kengo Kadokura, au sein d'un complexe sous-marin disposé à 6000 mètres de profondeur. Le lecteur apprend rapidement que le lieu en question a été frappé jadis par un drame meurtrier, encore inexpliqué au moment où commence la lecture. Le protagoniste, jeune ingénieur, est emmené dans le dit complexe afin de préparer la réouverture de la station et permettre le bon déroulement des événements à venir. Pourtant, à peine arrivé, les visions étranges et l'oppression se font sentir peu à peu chez les personnages. Sans en dire beaucoup plus sur le déroulement du scénario, il est intéressant de constater et d'analyser dans 6000 l'utilisation de l'environnement marin profond comme moyen narratif et comme outil d'atmosphère, à la fois scénaristique et graphique. L'eau n'est pas forcément souvent visible au sein de la série, mais cette dernière sert de barrière. Au fond de l'eau, la lumière est absente et l'obscurité se prolonge, ne laissant alors comme repère visuel aux divers personnages que les architectures rigoureuses, industrielles et neutres du complexe, parfois surprenantes de par leur gigantisme, par ailleurs écrasant les personnages par leur occupation de l'espace. Si l'on revient en profondeur marine et à l'assombrissement qui est inhérent, on obtient une mise en scène de l'auteur jouant bien souvent sur l'ambiguïté visuelle, les contrastes, la confusion du lecteur, et de ce qui lui reste visible au travers des textures et des aplats noirs dispersés ça et là. Cette envie de plonger le lectorat dans un contexte sombre, occultant souvent les fioritures visuelles et développant a fortiori l'imaginaire et la peur, n'est pas sans rappeler d'autres dessinateurs comme Marino Neri, avec par exemple La Queue du Loup, chez qui les actions, les décors et les personnages semblent résumés à de tristes silhouettes à peine définies dans la noirceur et le côté abscon des planches, développant une ambiance plutôt cryptée et mélancolique, ou encore Go Tanabe,
Autre auteur manipulant le visible et l'invisible, n'hésitant pas, comme Koike, à éluder l'inutile afin de laisser sous nos yeux des cases muettes composant une action violente, une silhouette à deviner, une expression déchirante, ou bien encore l'absence d'émotion dans une situation donnée, comme dans sa série Mr. Nobody, créant multiples malaises et mises en scène introspectives et sordides, mêlant étrangeté et parfois finesse. Nokuto Koike, en revanche, se trouve être souvent plus bavard et plus brut, développant moultes atmosphères par des architectures noircies dans la brume, l'absence de présence humaine ou son contraire, un personnage perdu dans l'absence d'une quelconque luminosité, des silhouettes difformes à deviner dans le noir, des cadavres à peine visibles, des détails morbides et agressifs. L'ensemble crée donc une instabilité visuelle, un contraste constant entre la déformation et la confusion liée à l'obscur, et la clarté lumineuse de la structure lorsque cette dernière n'est pas plongée dans le noir absolu. Entre brume, silhouette, apparition, architecture écrasante, créatures difformes, humanoïdes ou monstrueuses et titanesques, folie, visages émaciés ou déformés par l'incompréhension ou bien encore simple plongée dans le mystère, Nokuto Koike développe au sein de son huis clos une ambiance extrêmement claustrophobique. Il y arrive via des découpages tantôt particulièrement rigoureux et droits, lorsqu'il s'agit de mettre en avant des discussions ou des moments de battement, tantôt considérablement oppressantes par des découpages plus dynamiques et étriqués, multipliant les gros plans sur des détails putrides et troubles, ou à contrario, les plans plus amples et larges permettant aux hallucinations, si tant est que cela en soit, d'être multiples et envahissantes. Il est d'ailleurs important de noter certains détails de mise en page, car si la BD emprunte beaucoup à la photographie et au cinéma dans l'idée d'ellipse temporelle et de travail sur la séquence, elle possède une particularité intrinsèque et unique, le découpage. Un découpage à l'instar de la ligne de l'auteur, tremblant tout droite, comme les couleurs employées, ou leur absence par ailleurs, ainsi que le style général créé par l'ensemble du langage graphique, peut donner un sentiment et un apport de sens à une œuvre. Depuis tout à l'heure, je parle d'oppression créée par les environnements marins sombres. Toutefois, cette oppression ne vient pas seulement du rôle d'échappatoire impossible et de vaste étendue environnante et indescriptible que joue l'eau au sein du récit, réduite à des visions ténébreuses et texturées, par les rares fenêtres du complexe et des couloirs que l'on croise dans le récit, voire réduite à de larges écrans noirâtres. Cette oppression vient également du découpage que l'auteur développe. Prenons un exemple à la fois complémentaire et contrasté. Kazuo Umezu, maître du manga d'horreur au Japon. Dans Baptisme, par exemple, qui n'a pourtant rien à voir avec le domaine marin, l'oppression est créée par la rigidité de certains regards figés sur lesquels l'auteur se permet de multiplier les plans de plus en plus rapprochés, créant ainsi des pages foisonnantes de cases à la petitesse et au pragmatisme muet et graphique particulièrement marqué. L'horreur et le malaise sont ainsi créés par un découpage pluriel, multipliant les points de vue ou insistant le plus possible sur un détail par des cadrages presque maladifs. Cette oppression du découpage, de la multiplicité, de l'occupation de l'espace, du cadrage ainsi que l'aspect figé d'un dessin intime et particulier n'est pas si loin de celle que l'on retrouve dans 6000. En effet, vous ne l'aurez peut-être pas remarqué tout de suite, mais la quasi-totalité des découpages de Nokuto Koike emploie ce que l'on appelle le franc-bord en impression et le hors-champ en photographie ou en cinéma. Une grande partie des cases sortent du format, ne laissant entre guillemets pas de marge sur cette dernière. Les gouttières, autrement dit, l'espace entre les cases, conservent une certaine rigueur tout au long des 4 volumes, ne variant que très exclusivement. Cet aspect pouvant sembler anecdotique, participe pourtant grandement à l'ambiance graphique du titre, ne laissant que très peu de blanc et d'espace circuler dans les planches. L'impression d'être constamment étriqué dans un format peut participer au plaisir ou au déplaisir de la lecture, bien que l'auteur exploite tout de même de temps à autre les doubles pages ou les pleines pages afin de mettre en avant des événements particuliers, rythmant son récit. En revanche, malgré tout ce travail d'ambiance, une question peut se poser. 6000 tient-il réellement du manga à mettre en lien avec le sujet disparate et varié que représente l'eau? Finalement, celle-ci se trouve être particulièrement absente. Elle joue qu'un rôle environnant, en dehors de la structure dans laquelle évoluent les personnages et les événements. Elle joue un rôle de barrière et d'empêchement. Finalement, on retient plus l'horreur, la folie, le morbide, ou bien encore les architectures grandissantes que l'on croise au fil du récit. Pourtant, j'ai tendance à penser que non, si les éléments graphiques d'une bande dessinée peuvent amener un grand nombre d'interprétations et de valeurs de sens, l'absence visuelle d'un élément peut en amener tout autant. Certes, l'eau est peu visible au sein du titre, mais il n'en reste pas moins un symbole. L'eau est un danger car l'on sait que les personnages ne peuvent pas y évoluer. D'autre part, durant une partie du récit, l'eau sert également de symbole et de raison à l'horreur. L'horreur et la folie semblent découler de l'eau, écrasante, infinie, noirâtre ou ce que vous voulez. Elle joue un rôle de cloison métaphorique, en quelque sorte. À mon sens, elle n'est pas si loin d'une figure marine à la fois écrasante et pourtant ouverte telle que l'on peut en trouver dans La fille de la plage d'Inu Asano. Les personnages vivent enfermés dans leur petite ville, entourés de leurs ennuis, de leurs déviances sexuelles désintéressées et de leurs habitudes personnelles. La mer qui les entoure peut à la fois sembler contemplative, offrant une liberté infinie et des horizons nouveaux, mais peut également paraître vide et effrayante, car infinie et donc indomptable. Dans Saru de Daisuke Igarashi, certains environnements aqueux sont tantôt poétiques, tantôt étranges, tantôt déchaînés, tantôt calmes, tantôt extravagants, tantôt sublimes et atypiques, voire agressifs. Dans 6000, si tout ce que l'on découvre à bord de la structure sous-marine se trouve être un véritable danger, l'environnement en question, lui, tient presque lieu d'ennemi. Un ennemi non pas fantastique, mais un ennemi naturel, à la limite du visible dans le récit, mais pourtant bien présent.
Folie, hallucination, horreur, malédiction aux créatures, il reste encore au lecteur à découvrir de quoi il s'agit, mais l'ambiance que l'auteur insuffle à son récit mérite le détour, tant dans sa valeur narrative que dans sa valeur visuelle, parfois assez inventive, manipulant des cadrages typiques de la bande dessinée, ou typiques du contexte cinématographique. On y croise parfois des fisheyes ou d'autres plans typiques du cinéma. Si l'ensemble du récit n'est pas forcément innovant, tenant même peut-être du déjà vu, l'auteur arrive à créer une œuvre à ambiance, ce qui se fait parfois rare dans le paysage BD actuel. En effet, Jeff, la mer n'est pas toujours des plus hospitalières. Et c'est pourquoi je tiens à vous parler du manga suivant, car qui dit mer dit vie sous-marine. Ainsi, on ne pouvait pas passer à côté d'une créature aquatique des plus mystiques, la sirène. Et c'est grâce à Mermaid Forest, manga en un seul tome de Rumiko Takahashi, sorti chez Glénat en 1998, que nous allons pouvoir nous pencher sur la question. Cette auteure très célèbre des années 90 n'est plus à présenter puisqu'elle est à l'origine de mangas devenus cultes tels que Ranma 1/2, Inuyasha, Lamu ou encore Maison Ikoku, plus connue chez nous sous le titre de Juliette je t'aime. La plupart de ces œuvres rencontrant un grand succès, elles furent pour beaucoup adaptées en animé, ce qui accrut encore la renommée de l'auteur. En ce qui concerne le manga, et avant de rentrer dans le détail, il faut savoir que malheureusement, l'édition française ne représente qu'un tiers de cette saga. En effet, au Japon, celle-ci est composée de 9 histoires, compilées en 3 volumes, puis 4 dans une seconde édition. Au passage, 2 des histoires de la série, Mermaid's Forest et Mermaid's Scar, ont été adaptées en OAV, et toutes les histoires, sauf une, furent également adaptées en série télé. Le livre sorti chez Glénat ne reprend que les 3 premières histoires, et à défaut de savoir lire le japonais, si on souhaite lire tous ces récits, on pourra se tourner vers l'édition américaine qui, elle, comprend l'intégralité. Cependant, notre édition ne se termine pas pour autant en queue de sirène, puisque chaque histoire a bien une fin propre. Dans cette saga, selon une légende ancienne, la chair de sirène peut apporter l'immortalité à quiconque en mange. Cependant, il y a beaucoup plus de chances que sa consommation tuera ceux qui essaieront ou les transformeront en des créatures difformes connues sous le nom d'âmes perdues. Un des personnages récurrents de ces histoires se nomme Yuta, un jeune homme immortel et vivant depuis 500 ans, ayant par miracle survécu après avoir goûté la chair mystique. On le voit ainsi errer à travers le Japon à la recherche d'un remède pour redevenir mortel car il souhaite avoir une vie normale. Au travers de ses voyages, il va rencontrer d'autres personnes dont la vie a également été chamboulée par ce mets étrange. Par exemple, il va tomber sur Mana, une jeune fille retenue prisonnière pour une raison inconnue dans un village de montagne. Celui-ci semble peuplé uniquement de femmes qui sont bien déterminées à ne pas laisser s'échapper Mana. Yuta tentera donc de l'aider et au lecteur de découvrir le véritable visage de ces villageoises qui glacera le sang à plus d'un. Dans la deuxième histoire, on le verra aux prises avec des pirates à la recherche de sirènes pour obtenir la vie éternelle, et enfin dans le troisième récit, il devra une fois de plus se jeter dans la gueule du loup pour sauver Mana aux prises avec une étrange jeune fille aux cheveux blancs. Le manga est très orienté vers l'action, l'aventure, le fantastique, voire l'horreur. Malgré un dessin qui peut sembler typiquement shonen, on sera surpris de voir que l'auteur ne recule pas devant une certaine violence, une certaine dose d'hémoglobine. Mais cela ne semble pas gratuit et semble davantage être là pour renforcer le côté dangereux des diverses créatures qui peuplent cet univers, ainsi que la nature très inquiétante de certains personnages, prêts à tout pour mettre la main sur cette chair de sirène tant convoitée. Les dessins ont ce charme des mangas des années 80 et 90, à présent disparus. Il y a beaucoup de rondeurs et de courbes, ce qui sert l'action et son rythme assez rapide. Ainsi, le livre se dévore à l'image de la chair en question. Tout comme les dessins quelque peu datés, l'ensemble est aussi marqué par un sentiment de simplicité, sans pour autant tomber dans le simplisme, ce qui est assez typique de beaucoup de mangas de l'époque. Les histoires vont droit au but et ne se perdent pas dans des quêtes secondaires. Ici, il n'est pas question de dresser une quelconque critique sociale au travers du récit, mais simplement de raconter une histoire claire, compréhensible et divertissante sans fioritures. Finalement, Mermaid Forest est un manga qui devrait à la fois apporter beaucoup de nostalgie aux lecteurs, qui, enfants, furent bercés par les adaptations télé comme Ranma 1/2 et Lamu, car on y reconnaît immédiatement la patte inimitable de la créatrice, mais aussi surprendre car le tout sait être assez inquiétant et même parfois sombre, ce qui n'est pas forcément un aspect associé aux travaux de l'auteur. Enfin, pour les plus jeunes, qui n'ont pas connu cette époque, c'est là une porte d'entrée vers l'imagination très fertile de ce grand nom du manga qu'est Rumiko Takahashi. Même si nous en avons déjà parlé sur la chaîne, il aurait été criminel de se pencher sur les mangas marins sans faire une place à Kaikizen, Retour vers la mer, sorti chez Casterman en 2004, mais aussi réédité en 2017 chez Pika sous le titre Le Pacte de la mer.
et qui est un manga de Satoshi Kon en un volume. Touche à tout dans le monde du manga et de l'animation, Satoshi Kon nous quitta malheureusement en 2010, nous laissant des mangas tels que Fossiles de rêve et Opus, ainsi que des animés tels que Perfect Blue ou Paprika, pour ne citer que. Le récit s'ouvre sur une petite ville japonaise nommée Amide, une station balnéaire étrangère à l'agitation citadine qui propose un cadre idyllique mêlant plage, soleil et collines boisées, le tout dans une atmosphère familiale et traditionnelle. Mais on va très vite voir que cet endroit a une histoire assez particulière. En effet, selon une légende locale, il y a plusieurs décennies de cela, un homme trouva sur la plage l'œuf d'une ondine, une créature marine mystique, assez proche d'une sirène. Les deux êtres passèrent alors un pacte. Lui et ses descendants assureraient la protection de l'œuf, elle garantirait une pêche généreuse pour les générations à venir, avec la promesse qu'il faudrait lui rendre l'œuf lorsque le moment de l'éclosion serait venu. C'est dans ce contexte que nous rencontrons notre protagoniste, Yusuke, le fils du prêtre local, et c'est sa famille qui est chargée de veiller, de père en fils, sur l'œuf mystique. On est témoin de la déliquescence de leur croyance et de leur foi envers l'artefact marin. Tandis que le grand-père prône le respect de la tradition, le père cède aux sirènes de l'argent et organise des visites pour faire de l'œuf un objet de curiosité touristique. Quant au fils, il n'a que faire de ses traditions et n'attend qu'une chose, partir pour l'université de Tokyo. En parallèle, un riche promoteur immobilier commence à transformer cette bourgade et souhaite en faire un endroit très touristique, ce qui provoque la colère de certains habitants, qui ne veulent pas voir leur havre de paix défiguré par des constructions modernes. Entre conflits générationnels et conflits d'intérêts, l'œuf de l'ondine va ainsi jouer un rôle majeur. Ce manga est un conte écologique proposant une réflexion sur le thème des traditions face à une modernité attirante. Et l'auteur nous offre des personnages à facettes multiples. Par exemple, on apprendra plus tard que le père a ses raisons de vouloir une ouverture de la ville et qu'il n'est pas seulement motivé par l'argent. Pour ce qui est du dessin, Satoshi Kon nous gratifie d'être clair, expressif, lumineux et lisible. Les paysages, aussi bien la ville, les collines boisées et tout particulièrement la mer, sont retranscrits avec un réalisme saisissant. Au fil des pages, on entendrait presque les mouettes virevolter au-dessus de nos têtes et on pourrait presque sentir les embruns nous saler la peau. L'importance et la place de la mer dans l'œuvre font d'elle quasiment un personnage à part entière. Le point de départ de l'intrigue, les personnages, la ville avec son histoire et son avenir, tous sont liés à la mer d'une manière ou d'une autre. Elle est ainsi omniprésente, même quand elle n'est pas directement représentée. Peut-être faut-il voir là une spécificité culturelle. Le Japon étant entouré par la mer, on peut imaginer l'importance de celle-ci dans les us et coutumes et l'inconscient collectif nippon. En effet, il se dégage de ce manga un véritable respect pour les flots bleus et pour ce qu'ils représentent. Et ces sentiments de révérence et d'admiration seront palpables. Ode écologique maritime née sous la plume et les pinceaux du maître Satoshi Kon, Kaikizen devrait emporter le lecteur doucement mais sûrement, tels les grains de sable emportés par les vagues. Pour finir, voici sans aucun doute le manga le plus dense de cette sélection, ne serait-ce que par sa longueur. Les Enfants de la mer est un manga en 5 tomes d'environ 300 pages chacun et présenté en grand format. Il est le fruit de Daisuke Igarashi et est sorti en France en 2012 aux éditions Sarbacane. On peut retrouver cet auteur à l'œuvre sur des titres tels que Sorcière, Petite forêt ou encore Saru. Né à la toute fin des années 60, il commença sa carrière dans les années 90. Ses créations sont souvent décrites comme fantastiques et s'inspirant d'un folklore tournant autour de la nature, ce qui pourrait rappeler un certain Hayao Miyazaki. Igarashi a d'ailleurs déclaré dans une interview que Mon voisin Totoro, film de Miyazaki sorti en 1988, joua un grand rôle dans sa décision de devenir mangaka. A noter que l'édition française des Enfants de la mer est malheureusement assez difficile à trouver de nos jours à son prix d'éditeur, mais que dans le pire des cas, il est possible de se rabattre sur l'édition anglophone, elle facilement trouvable en neuf et à un prix tout à fait raisonnable. L'histoire commence avec Ruka qui, lorsqu'elle était enfant, disait avoir vu un fantôme lumineux dans l'un des aquariums du complexe aquatique où travaille son père. À présent lycéenne plutôt rebelle et solitaire, elle est exclue de son club sportif au tout début des vacances d'été. Ne sachant pas quoi faire de son temps libre, elle va prendre un billet de train pour passer une journée à Tokyo. À la tombée de la nuit et alors qu'elle observe la mer depuis la capitale, elle va faire une étrange rencontre avec un jeune garçon nommé Umi qui s'amuse à plonger dans les eaux sombres de la baie. Fascinée par sa façon de nager qui ressemble à un oiseau en vol, Ruka va se rapprocher de lui, se sentant attirée par l'aura mystérieuse du personnage. Elle va vite découvrir que ce garçon a un frère, Sora, tout aussi énigmatique et lui aussi montrant des capacités hors normes en natation, ainsi qu'un lien très fort avec la mer.
Très tôt dans le récit, on va apprendre que ces deux êtres auraient été trouvés à leur naissance en pleine mer, nourris par des dugongs, qui sont des mammifères marins, ce qui expliquerait qu'ils soient en telle communion avec l'océan. Dans le même temps, un phénomène des plus étranges émerge. Dans le monde entier, des poissons de toutes sortes commencent à disparaître, se dématérialisant en une myriade de points lumineux. Cela va marquer le début d'une série d'événements liés à la mer, par laquelle nos trois jeunes héros vont être emportés inéluctablement. Ce manga fait partie de ceux qui sont susceptibles de laisser une forte impression au lecteur grâce à sa richesse, sa profondeur, sa densité, ses personnages, ses thèmes et finalement son originalité. Sans être une histoire forcément difficile à suivre, l'auteur nous propose tout de même ici quelque chose qui demandera un certain temps pour absorber la quantité d'éléments abordés. En effet, l'œuvre gravite autour de l'idée des mythes marins dans diverses cultures du monde, souvent tribales ou insulaires. Ceci apporte une couche de réalisme et de crédibilité à l'ensemble, puisqu'ainsi on reçoit beaucoup d'informations sur diverses sociétés au-delà du scénario principal. Au fil des livres, on pourra donc lire entre les chapitres de brefs récits à caractère quasi journalistique relatant des faits étranges s'étant produits aux quatre coins du globe, tous ayant trait à la mer. Ainsi, l'auteur imbrique petit à petit dans son histoire des éléments qui jouent sur la crédulité du lecteur, comme pour rendre plus crédible son propre scénario. Les Enfants de la mer a cette originalité et cette spécificité de brasser des thèmes peu courants dans les mangas, tels que la métaphysique, la transcendance, la place de l'homme dans l'univers, la relation entre l'homme et les êtres vivants, ou encore les croyances et mythes marins. Cela en fait une œuvre visant plutôt un public adulte, car notamment dans sa dernière partie, sa tonalité métaphysique et même surréaliste se fera de plus en plus forte, ce qui pourrait rebuter les lecteurs les plus jeunes. Il ne s'agit pas ici véritablement d'un récit d'aventure, mais plus d'une quête initiatique, d'une course contre le temps pour aller découvrir, à défaut de comprendre, quelque chose de mystérieux, de magnétique et d'inexorable qui semble appeler les deux jeunes garçons quelque part dans les flots. Visuellement, le manga s'appuie sur un dessin qui peut faire souvent penser plus à de la peinture, comme de l'aquarelle, qu'à des traits plus traditionnels de la bande dessinée. L'aquarelle est une méthode dans laquelle les peintures sont constituées de pigments en suspension dans une solution aqueuse. On peut alors facilement imaginer que ce choix n'est pas fortuit, mais est là pour personnifier et incarner la mer, renforcer son rôle et son omniprésence. Chaque tome comporte ici ou là des pages en couleur qui mettent toujours en valeur l'idée de fluide, de liquide, avec des tons de bleu, d'azur, d'aigue marine, de cyan ou encore de vert, de lichen ou d'émeraude. Les couvertures en sont un bon exemple et elles nous plongent ainsi immédiatement dans les flots. La nature, et principalement la mer, sont bien sûr très présentes au travers de la dépiction d'une flore et faune marine très riche et diverse. De manière assez habile, l'auteur arrive à distiller beaucoup d'informations purement techniques sur les noms de poissons et autres animaux marins au travers de certaines scènes et certains personnages, comme les employés de l'aquarium. Cela évite ainsi l'écueil des notes de bas de page qui pourraient être autrement nombreuses et donc disgracieuses. En conclusion, Les Enfants de la mer invitent à la réflexion sur notre place dans l'univers et peut-être aussi à considérer une possible arrogance de l'homme concernant son rôle dans la chaîne des êtres vivants. Il ne semble pas pour autant être nécessairement moralisateur, car il tient beaucoup plus du conte métaphysique que du militantisme écologique. Peut-être le sentiment qui ressort le plus, une fois la lecture terminée, c'est celui d'avoir parcouru une œuvre vraiment atypique, à la personnalité très forte, aussi bien grâce à ses thèmes peu courants, mais aussi grâce à ses choix esthétiques. Un peu à l'image d'un certain Nausicaa de la vallée du vent, qui pourrait s'en rapprocher sous certains aspects, il s'agit ici certainement d'une œuvre qui restera longtemps avec le lecteur et laissera une empreinte durable sur son imaginaire, après avoir refermé le dernier tome. Un manga à lire sans hésiter pour tous les amateurs de mythes marins, de spiritualité et de communion avec la nature. Finalement, au travers de tous ces mangas, on peut se rendre compte à quel point la mer est un vaste terrain de jeu et d'inspiration pour les auteurs. Décor idéal de vacances estivales, théâtre d'exploits sportifs, berceau de mythes et légendes, ou encore monde du silence exacerbant les peurs, ce panel de thèmes et de situations n'est qu'un échantillon de la richesse que la mer peut apporter, au propre comme au figuré. Il est ainsi fascinant de constater que même avec un lien a priori aussi uniforme et entier, il suffit de creuser pour découvrir l'originalité qui se cache sous la surface.
Aruba, Jamaica, oh I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on pretty mama. Key Largo, Montego, baby why don't we go Jamaica? Off the Florida Keys, there's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink, mountain in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo, Aruba, Jamaica, oh I wanna take ya to Bermuda, Bahama, come on pretty mama. Key Largo, Montego, oh I wanna take you down to Kokomo. We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where we wanna go. Way down in Kokomo, Martinique, and Montserrat-Pastille. We'll put out to sea, and we'll perfect our chemistry. By and by we will defy a little bit of gravity. Everybody knows a little place like Kokomo. Now if you wanna go and get away from it all, go down to Kokomo, Aruba, Jamaica, oh I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on pretty mama. Key Largo, Montego, oh I wanna take you down to Kokomo. We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where we wanna go. Way down to Kokomo. Oh, I wanna take you down to Kokomo. We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where we wanna go. Way down to Kokomo.